Le rapport de la Cour des comptes, quelle analyse faire du rapport? Les arguments du pouvoir et les contre-arguments de l'opposition, les réformes annoncées par le ministre des Finances, les urgences de l'heure. Pour aborder toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 16 février 2025 Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste en économie industrielle, membre du LARED, créa de la faculté des sciences économiques et de gestion, et Ahmad Diallo, coordonnateur national de Gox Yu Bees. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. La politique sur le rapport de la Cour des comptes, quelle analyse faire du rapport? Les arguments du pouvoir et les contre-arguments de l'opposition, les réformes annoncées par le ministre des Finances, les urgences de l'heure. Pour aborder toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 16 février 2025 Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste en économie industrielle, membre du LARED, créa de la faculté des sciences économiques et de gestion, et Ahmad Diallo, coordonnateur national de Gox Yu Bees. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 16 février 2025, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialité économie industrielle, membre du LARED, CREA et du FASEC. Avec nous aussi Ahmed Diallo, coordonnateur national de Gox Yu Bees. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez bien, la polémique est là depuis quelques jours. C'est sur le rapport de la Cour des comptes. Il y a aujourd'hui des positions qui ont été prises de part et d'autre. Le pouvoir accuse ceux qui étaient là d'avoir dilapidé le pays, d'avoir vendu les bijoux de la famille, comme ils disent. L'opposition aussi s'en défend en disant que c'est un rapport qui a été fabriqué de toutes pièces. Docteur Souleymane Keita, d'abord, quelle est votre première analyse de ce rapport? Merci beaucoup d'abord de l'invitation, de l'occasion que vous nous donnez d'éclairer effectivement l'opinion publique nationale sur effectivement ce rapport. Déjà, pour pouvoir comprendre ce rapport, il faut partir d'un certain nombre de considérations générales. Parce que dans ce rapport, on parle de la loi de règlement, on parle de l'audit général, n'est-ce pas, des finances publiques, on parle d'un certain nombre de choses. Il est important pour l'auditoire de comprendre effectivement qu'est-ce qui cède effectivement ces différents concepts-là. Déjà, quand on parle de loi de règlement, c'est quoi? C'est un texte législatif, justement, qui est proposé par le gouvernement, attention, et qui est approuvé par le Parlement. Ça veut dire quoi? C'est le gouvernement qui essaie de dire, compte tenu de l'état de ses finances, c'est-à-dire des recettes et des dépenses, et voilà, il essaie de dire maintenant, voilà ce qui a été fait. Donc le Parlement approuve. Donc ça veut dire que dans nos pays, si vous avez la majorité, c'est extrêmement compliqué pour qu'on rentre en profondeur par rapport à un certain nombre de choses. Mais il faut rappeler également que depuis le Code de transparence qui a été voté en 2012, qui rappelle effectivement que lorsqu'il y a changement de régime dans les pays de l'UEMOA, il est disons, de la responsabilité des nouveaux gouvernants, n'est-ce pas, de procéder à un audit général, justement, des finances publiques. Exactement. Donc je pense que c'est un exercice inédit qui a été fait par le tenant de nouveau gouvernement, de faire un audit approfondi qui a permis effectivement de déceler. Bon, en fait, l'objectif de cet audit-là, c'est quoi? C'est d'abord, c'est de voir effectivement l'exactitude des comptes qui ont été présentés, deuxièmement, détecter s'il y en a lieu maintenant des irrégularités au niveau, n'est-ce pas, de ces audits, et puis maintenant faire des recommandations. Donc je pense que c'est ce qui a été fait. Donc bon, ce rappel, il était important pour qu'on le fasse, pour qu'on comprenne effectivement le contexte dans le colonel. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle, dans l'élaboration effectivement de cet outil-là, on a constaté des certain nombre d'irrégularités qui vont d'abord par rapport à la déclaration qui a été faite par rapport au niveau, n'est-ce pas, de la dette publique, qui, on reviendra certainement là-dessus, qui était évaluée peut-être à l'origine 2023 à 13 et quelques milliards, 13 000 milliards. Aujourd'hui, par rapport à l'audit, on se retrouve avec 18 000 milliards. Ce qui fait à peu près 99,67%, n'est-ce pas, du PIB. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, ce qu'on appelle le rattachement irrégulier, n'est-ce pas,
de certain nombre d'opérations qui ont été effectuées à l'année N-1, qui sont de nature justement à minorer le niveau n'est-ce pas, de la dette et de gonfler effectivement les recettes correspondantes. Donc ça aussi, c'est des irrégularités qui ont été constatées. D'autres également aussi, on a constaté dans le rapport ce qu'on appelle 2500 et quelques milliards, n'est-ce pas, de la dette auprès du système bancaire qui n'ont pas été répertoriés. C'est-à-dire, donc, et puis aussi, l'autre chose beaucoup plus grave, c'est-à-dire on a constaté également cette dette-là, il n'y a aucune traçabilité par rapport à cela. Mais aussi également, on a constaté également qu'on a accordé de l'autorisation à un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que les autorisations ont été accordées. Et c'est pourquoi le travail de la Cour des comptes, c'est un travail pédagogique. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre justement des pratiques. Je ne dis pas peut-être forcément que l'ancien régime est responsable ou pas, mais qu'il va falloir maintenant corriger pour éviter effectivement que de telles choses puissent se passer. On a constaté au niveau du rapport qu'il y a eu des autorisations qui ont été données à un certain nombre par rapport aux ministres, qui ont donné des autorisations à un certain nombre de personnes pour pouvoir avoir dans les propres comptes de l'argent public, ce qui est contrairement aux règles élémentaires, n'est-ce pas, des finances publiques. Donc, par rapport à toutes ces considérations-là, ce qui fait que donc le niveau d'endettement, n'est-ce pas, du Sénégal a un niveau de 99,61% du PIB. Ce qui analyse effectivement, quand on regarde, donc ça baisse effectivement la marge de manœuvre, n'est-ce pas, de l'État pour pouvoir faire face à un certain nombre de choses. Je rappelle également, pour d'autres considérations générales, que l'État, les nouveaux tenants du pouvoir, avaient deux possibilités. C'est-à-dire quoi? La première possibilité, c'est de dire on continue, on fait table rase, on continue de faire ce qui se fait actuellement, on s'endette, et que donc, par conséquent, on ne travaille pas sur les chiffres réels. Ou bien on essaie de dire exactement qu'on fait l'audit général, on constate effectivement des défaillances, maintenant par rapport à ça, maintenant, il y a un risque, n'est-ce pas, de décroissance, n'est-ce pas, de l'activité économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les notes du Sénégal vont être abaissées. Maintenant, je pense que les nouvelles autorités ont choisi, n'est-ce pas, l'idée, n'est-ce pas, d'avoir la transparence, de faire un audit général des comptes. Et puis maintenant, l'audit général a permis effectivement d'abord qu'on a été décroché sur le plan de vie international par rapport à la masse monétaire que nous avons dégagée. Deuxièmement aussi, c'est que, je dis souvent, mes dernières interventions, je dis, le dernier rapport qui est sorti récemment est une bonne chose. Pourquoi? Parce que déjà, l'effet qu'on avait, c'est-à-dire qu'on a été sanctionné une première fois. Parce que lorsque le Premier ministre a fait sa déclaration, le Sénégal a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu des deux comptes par rapport à un certain nombre de nos volets. Donc, vous avez vu, sur le marché financier, nous a sanctionné. Donc, par conséquent, le marché a réagi par rapport à la décision qui a été prise. Donc, on ne s'attend plus rien à quelque chose d'autre. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est de corriger de façon méthodique ce qui a été fait pour éviter justement que de nouvelles autorités puissent avoir ce qu'on appelle les mêmes conséquences qu'on a eues maintenant. Ahmed Diallo, par rapport au rapport, quelle est votre analyse? Oui, alors le rapport, il y a plusieurs considérations à avoir. Effectivement, le professeur Keïta a très bien expliqué la situation. Et ce qui est très bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce pays, la reddition des comptes est quelque chose que les populations réclament. Donc c'est tout à fait normal que la Cour des comptes puisse nous dire l'état de nos finances. Concrètement, les fautes qui ont été recensées dans le rapport, ce sont des fautes graves. Si on essaye de cacher le déficit budgétaire en faisant des rattachements irréguliers d'exercices passés sur les années suivantes, c'est très grave. On n'a pas la situation réelle. Si on se permet de faire des dettes bancaires colossales à l'auteur de 2500 milliards hors contrôle budgétaire, c'est très grave. C'est pour cela la dette qui était de 13 milliards, quand on comptabilise l'ensemble des autres dettes qui ne sont pas comptabilisées, aggrave la situation. Si on se rend compte que le gouvernement se permet de faire des dépenses sans pour autant passer par une autorisation parlementaire qui est obligatoire, ça c'est très grave. Donc la gravité de la situation, tout le monde le voit. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, le gouvernement doit réagir avec cohérence. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans la communication gouvernementale. Ils sont venus dire, le ministre des Finances, avec l'objectif d'alarmer les gens, pour dire attention, nous sommes dans un état de quasi-faillite, et en même temps, le ministre des Finances, Abdourahmane Sarr, dire que la dette est bien structurée et soutenable. Donc, la communication n'est pas cohérente. Ils veulent alarmer les populations ou ils veulent rassurer les populations. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, il faut qu'on sache ce qu'ils veulent. Politiquement,
on a compris qu'il voulait alarmer les populations. On se posait la question, qu'est-ce qu'il voulait? Mais c'est le bureau politique de PASTEF qui nous a donné la réponse en nous disant, ce que nous voulons, c'est que vous patientez. Ah, les populations ont entendu patienter. Mais quand on dit de patienter, on dit, nous n'allons pas patienter parce que, concrètement, quand on vous regarde faire, mais vous êtes à un état d'obésité de l'État qui est insupportable. Le niveau de vie de l'État n'a pas été diminué, le train de vie de l'État, rien n'a été changé dans le fonctionnement de l'État, et les propositions de solutions faites par le ministre Cheikh Diba sont des propositions normales, c'est-à-dire même sans crise, chaque État moderne doit moderniser son système d'information et de fonctionnement budgétaire. Donc ces réformes-là sont normales. D'ailleurs, ils ont été entamés avant même l'arrivée de ce régime. Si aujourd'hui, ils n'y arrivent pas, parce que moi j'ai connaissance de beaucoup de projets au niveau de certains ministères pour se moderniser, il y en a qui sont lancés depuis 2 ans, depuis 3 ans, ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas les compétences. Il n'y a pas des gens compétents pour le faire. Dans l'idée, ils disent qu'on veut ça, on veut que les procédures aillent plus vite, on veut digitaliser, on veut réformer la comptabilité. Ok, une fois qu'ils l'ont dit, on veut, mais qui le fait? Ils ne sont pas compétents pour le faire. Et si on ne cherche pas les compétences pour le faire, on ne le fera jamais. Là, aujourd'hui, le ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr, a sorti un document sur la liberté économique du pays, mais quand on regarde les recommandations, ce sont les mêmes recommandations qu'on retrouvait dans les régimes de Macky Sall. Il faut. Et quand il s'agit de faire, personne ne sait faire. Ouais. Donc, il faut se dire maintenant ce que les Sénégalais demandent. La situation, elle est grave. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont nier cela et ceux qui vont remettre en cause le rapport. Le rapport, la Cour des comptes a fait son travail. On les félicite pour cela et peut-être on les encourage. Ils devaient aller beaucoup plus loin comparé aux autres rapports où ils sont allés jusqu'à donner des noms, dire telle personne est responsable, telle personne est responsable, telle personne est responsable, et on recommande aux juges d'ouvrir des enquêtes. Maintenant, il faut agir concrètement là pour répondre à cette urgence et agir dans la durée, mais on ne peut pas se dire alarmez-vous, le scandale est là, la maison brûle, et puis tout ce qu'on vous demande, patientez. Ça, ce n'est pas responsable et je pense que le gouvernement doit le comprendre. Le rapport a été contesté par l'opposition qui doute de son authenticité en disant que ce rapport-là, aujourd'hui, en 2019 jusqu'à 2022, est des rapports qui ont été faits par la même Cour des comptes, qui aujourd'hui conteste pratiquement les rapports qu'elle avait lui-même fait, cette Cour des comptes. Il y a un problème de cohérence pour l'opposition. Alors, donc il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, justement, dans mon développement tout à l'heure, j'ai fait allusion, effectivement, à des considérations générales. Je vous ai rappelé ce que c'est que la loi de règlement et c'est quoi la mission fondamentale, n'est-ce pas, de la Cour des comptes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, hein, ils peuvent contester. C'est vrai, c'est la même Cour des comptes qui avait validé, effectivement, la loi de règlement et puis maintenant, un certain nombre de documents publics. Et là, demande pourquoi la Cour des comptes est validée, certifiée des chiffres qu'elle conteste aujourd'hui. Justement, ça veut dire que ce n'est pas le même type d'exercice. Voilà, justement, c'est ça le problème. Voilà, c'est pas le même type d'exercice. Vous savez, lorsqu'on amène également la loi de règlement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un document législatif, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a été élaboré d'abord par le gouvernement en place et que le Parlement doit approuver. Et quand vous êtes majoritaire, fondamentalement, là, ça passe comme lettre à la poste. Justement. Après, au niveau de la Cour des comptes, maintenant, pour la certification des comptes, on ne demande pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 exercices qui sont complètement différents. Si je comprends bien, le travail de contrôle qui devait être fait au niveau du Parlement n'a pas été fait parce qu'il y a une majorité qui vote les yeux fermés. C'est ça? Exactement, c'est un premier niveau. Parce que justement, tout ça, c'est peut-être aujourd'hui le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conteste les chiffres? Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui conteste les chiffres. Mais peut-être qu'il peut. Ce qu'ils ont dit, c'est de plein droit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez maintenant la Cour des c'est de contrôler l'exactitude des comptes qui lui ont été présentés et c'est le gouvernement qui le présente ces comptes-là. Donc ça veut dire que le périmètre a été déjà délimité. Donc le périmètre c'est quoi? C'est de voir effectivement au niveau de ce qu'on appelle la loi de finances initiale ou bien la loi de finances rectificative, on vous dit les dépenses qui ont été effectuées, voici, les recettes, voici. Donc il faut vérifier l'exactitude des recettes en fonction, n'est-ce pas, des dépenses qui ont été effectuées. Ça se limite à ça. Maintenant, c'est tout vos exercices, comme je dis, c'est une directive, n'est-ce pas, communautaire qui a été transférée, n'est-ce pas, dans le droit positif sénégalais, qui dit depuis 2012, donc l'État nouvellement élu a la possibilité, n'est-ce pas, de procéder à l'audit général, n'est-ce pas, des comptes publics. Justement, ça veut dire que maintenant,
ça va au-delà, n'est-ce pas, du premier niveau de vérification qui a été fait. C'est-à-dire qu'il se limite juste... Parce qu'en fait, vous savez, en matière juridique, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'on ne vous a pas demandé. Bien sûr. On les a demandé, dans un premier temps, de vérifier l'exactitude des dépenses en conformité avec les recettes qui ont été proposées. C'est ce que l'État fait, à part de la loi de finances initiale et la loi la loi de peut-être rectificative, n'est-ce pas, des finances. Donc, on vous demande l'exactitude des comptes par rapport, effectivement, à ce qui va être présenté. Mais ce nouveau exercice est différent du premier. C'est pourquoi les gens confondent. C'est pourquoi, dans ma considération, tout de suite, je suis revenu là-dessus pour dire, c'est quoi la loi de règlement, c'est quoi la loi de finances initiale, c'est quoi la loi de finances rectificative. Donc, ici, l'exercice, n'est-ce pas, de la Cour des comptes consistait justement à aller au-delà de cet exercice qui a été fait auparavant. D'abord, c'est de vérifier d'abord l'exactitude des comptes, ce qui a été fait. Ensuite, de détecter des irrégularités s'il y en a et proposer maintenant des recommandations. C'est ce que la Cour a eu à faire. Voilà, je pense que c'est clair. Oui, parmi ces irrégularités, beaucoup sont émus en disant que le patrimoine immobilier a été vendu. Certains disent qu'un État peut vendre un patrimoine immobilier à une société nationale qui gère son patrimoine bâti, même si cette société lui appartient à 100%. Pour beaucoup de gens, c'est légal, parce que la société appartient à l'État du Sénégal. Ce n'est pas une société privée. Effectivement, en fait, le problème principal qu'il y a ces derniers jours, c'est qu'il y a une politisation de ce rapport. Le parti au pouvoir, il faut le reprocher d'avoir brandi ce rapport comme une trophée de guerre. Il ne devait pas faire cela. C'est un rapport normal. Les gens le constatent les irrégularités et eux, ils devaient sortir pour dire voilà la situation du pays, voilà les décisions immédiates que nous avons prises conformément au pouvoir que nous avons et voilà les décisions dans la durée. Mais si on se met à manipuler les gens, moi j'ai été sidéré de voir le président de l'Assemblée nationale écrire sur Facebook comme un activiste demandant à tout le monde de faire des lives TikTok, de faire des commentaires pour scandaliser l'opinion. Pourquoi faire ? Parce que si on met tout le monde dans le sujet et que les gens se mettent à faire croire qu'on a vendu les immeubles de l'État alors que ça ne colle pas à la réalité, qu'est-ce qu'on cherche? La vérité ou bien on cherche à faire de la propagande? Toute la problématique est là. La communication. C'est la communication que le gouvernement a voulu apporter. Et ça, je le dis, dans le gouvernement, il y en a qui communiquent avec responsabilité, qui ne sont pas en train d'alerter les gens. Il y en a qui communiquent pour alerter les gens. Donc il y a une communication responsable et il y a une communication politique. Sur la communication purement politique, le gouvernement, d'ailleurs, doit faire amende honorable et reculer parce que ce qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas eu. Il y a eu de la riposte, les gens ont été là, et le scandale qu'ils voulaient créer dans le pays, faire en sorte que plus personne ne dise rien et que tout le monde dit « Ah, on comprend pourquoi depuis 1 an vous n'avez pas de résultat, parce que le pays était comme ça. » Non, les gens ont compris qu'il ne fallait pas faire comme ça. L'État, à travers des mécanismes, a transféré ses biens à une société nationale, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, il faudra voir, dans ce transfert-là, est-ce qu'il n'y a pas eu de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas eu de commission donnée à des courtiers? Et ça, si ça a été clairement dit, tout le monde allait se scandaliser sur ça, mais pas sur des fausses informations. Donc aujourd'hui, pour aider le pays, il faut qu'on communique juste, il faut qu'on dépassionne le débat, qu'on enlève la politique dessus et qu'on ne cherche pas à dire Sonko avait raison, Sonko a tort, et tout le problème est là. Les gens veulent simplement dire que Sonko avait raison. Mais ok, il avait raison, mais est-ce qu'il agit en responsabilité face à la gravité de la situation? Je pense que non. Le train de vie de l'État est resté le même. Les voyages du président sont toujours coûteux pour la République. L'appel à candidature n'a pas été respecté. Donc, ils n'ont pas choisi de mettre les meilleurs au poste de responsabilité. Ils continuent de nommer des postes de PCA inutiles pour le pays. Ils continuent de faire des dépenses incompréhensibles. Ils continuent de nommer des conseillers techniques, des conseillers spéciaux. On n'a plus finir. On ne sait pas leur rôle. Ils continuent de nommer des chargés de mission. Les mêmes pratiques du système qu'ils avaient critiquées sont repliquées. Pareil. Et en même temps, on dit que le pays est en train de tomber en faillite. Donc, si le pays est en train de tomber en faillite et que vous vous comportez comme ça, c'est que vous manquez de responsabilité. Donc, les populations ont compris. Une fois qu'on a dit tout cela, maintenant, il faudra revenir sur les principes. La Cour des comptes a dit des choses claires. Maintenant, nous, ce que nous demandons, c'est que la Cour puisse aller plus loin, comme sur les exercices de contrôle annuels, dire les fautifs. Maintenant, ils disent que c'est le pôle financier et judiciaire qui va se saisir et va identifier qui est responsable. Bon, on va attendre voir. Mais le risque, c'est d'alerter tout le monde
et 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne nous désigne pas de coupable et finalement personne n'est rattrapé et ce serait pourquoi. Donc avant de devoir crier au scandale, il fallait pouvoir nous dire les fautifs et dès demain commencer à rattraper les fautifs et à les mettre hors circuit de nuire. Quelles sont les conséquences de ce rapport pour les finances publiques du Sénégal et surtout sur sa signature internationale? D'abord, merci. Donc, d'abord, je vais revenir effectivement sur le fait qu'aujourd'hui, l'État a mis à la disposition d'une société qui appartient à 100% à l'État et que ces sociétés, justement, ont essayé de vendre un certain nombre de patrimoine, effectivement, de l'État. Je veux dire, c'est de l'ingénierie financière. Vous savez, pour des questions liées à l'optimisation et des questions de transparence. Et les soukouks, les ont fait des soukouks. Et justement, l'État peut être amené. Je pense que ce n'est pas des exercices qui sont peut-être contraires à la loi. Mais quand vous regardez, c'est justement par rapport à un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées. Mais c'est des pratiques qui sont là, qui se font à l'international, où l'État, pour des questions de transparence, ou bien pour des questions, n'est-ce pas, d'efficacité et d'efficience, n'est-ce pas, dans les actions, peut amener à créer une société qui aura comme spécialisation, justement, de gérer le patrimoine public. Ça, c'est normal. Ça, c'est de l'ingénierie financière. Parce que pour pouvoir lever des fonds, aujourd'hui, on a besoin peut-être par exemple d'avoir de l'ingénierie, peut-être pour voir des personnes qui seront spécialisées uniquement par rapport à cela. On leur confie un certain nombre de missions, on leur dit maintenant, voilà, votre mission c'est de vendre le patrimoine de l'État. Donc c'est pour des questions d'efficacité, d'efficience et de transparence. Ça c'est des pratiques qui existent. Maintenant, c'est de voir maintenant, est-ce qu'à l'intérieur maintenant, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de failles dans le système de contrôle des finances publiques? Les mêmes comptes certifiés sans réserve par le même corps de contrôle, avec des appréciations différentes, montrent virtuellement des failles dans le système de contrôle. Justement, c'est juste comme je vous dis. En fait, aujourd'hui, on a le meilleur système de contrôle. Si vous regardez aujourd'hui, on a le contrôle parlementaire, il y a la Cour des comptes, il y a l'IG, il y a au niveau du ministère des Finances, il y a à peu près plus de 4, 5, Par exemple, si vous regardez dans le privé, par exemple, le commissaire aux comptes ne certifie jamais des comptes d'une entreprise sans s'assurer de la fiabilité des comptes. Au cas échéant, il émet des réserves. Oui, justement, c'est-à-dire que je vous dis, les exercices ne sont pas les mêmes. Vous savez, justement, ce qui a été fait récemment, c'est inédit. Vous savez, je pense que si on aurait fait, on a fait de 2019 à 2023, si on remonte effectivement de 2019 à 2012, vous allez voir exactement peut-être qu'il y a les corps de contrôle qui ont certifié des comptes. Lorsqu'on va au-delà, n'est-ce pas, des chiffres. Mais il y a des failles dans le contrôle. Il y a le contrôle, justement. C'est pourquoi le travail pédagogique, justement, de la Cour des comptes est à saluer. Donc, ça veut dire que c'est des pratiques qui existent et pour lesquelles, justement, aujourd'hui, il est le temps, n'est-ce pas, qu'on trouve des solutions de façon définie à ces pratiques-là, que ces pratiques soient bénies, n'est-ce pas, de l'orthodoxie, n'est-ce pas, de la gestion des finances publiques dans le pays. Vous avez parlé des conséquences, c'est quoi? Les conséquences aujourd'hui, le marché a réagi négativement, comme je vous ai dit. Les eurobonds, justement, on cité par rapport au Sénégal. Justement, la crédibilité aujourd'hui, on est dans un espace économique. Et dans cet espace économique, il y a ce qu'on appelle la situation de référence. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire constituent ce qu'on appelle la référence en matière de transparence dans la gestion de finances publiques. Aujourd'hui, le Sénégal aujourd'hui est à la une par rapport à ce qu'on appelle ces scandales liés effectivement à la gestion des finances publiques, ça pose problème. Vous savez, l'économie repose en grande partie sur la confiance. Absolument. Et que donc, si la confiance est en doute, donc c'est toute l'économie qui est en doute. Donc, les conséquences, d'abord, c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des mesures qui ont été prises et des mesures qui ont été annoncées, non pas encore prises, les mesures qui ont été annoncées, si ça accompagne effectivement des recommandations fortes et que donc des sanctions exemplaires seront prises par rapport à ceux qui seront déclarés demain fautifs par rapport à la gestion, parce qu'aujourd'hui, on est dans les présomptions d'innocence par rapport à un certain nombre de personnes qui ont été indexées par rapport à ces malversations-là. Donc, ça va servir ce qu'on appelle de facteurs pédagogiques pour éviter que demain, les mêmes pratiques, comme on dit en économie, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ne puissent le faire. Donc, et ça, à ce niveau, je pense que c'est très clair. Il faut qu'à ce niveau, que les choses soient claires. Le contrôle de la Cour des comptes par rapport à la loi de finances, la certification, et ce contrôle qui a été fait, c'est deux contrôles qui sont complètement différents. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Aujourd'hui, c'est l'État qui donne les informations au niveau du Parlement. C'est le même État qui donne les mêmes informations au niveau de la Cour des comptes pour vérifier la certitude de ces informations. Maintenant, si par rapport à les informations qui sont fournies à la Cour des comptes, l'État a caché un certain nombre d'informations et qu'il n'a pas mis à sa disposition, la Cour des comptes, dans ses prérogatives, ne peut pas aller au-delà parce que déjà, il y a un temps qu'il est permis, n'est-ce pas, de faire le contrôle. Vous avez vu ces contrôles-là. Si ça n'a pas été déclenché aujourd'hui par l'inspection générale des finances, je vous assure que même si on aurait donné une année à la Cour des comptes, elle ne pourra pas trouver les failles. Vous savez, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Cour des comptes est encadrée par la loi qui ne le permet pas d'aller au-delà. Mais autre chose qui est importante, vous savez, c'est toute une générale, n'est-ce pas, des finances publiques,
peut être déclenchée à trois niveaux. D'abord, par le Parlement lui-même, peut douter, n'est-ce pas, de la certitude de l'information et demander effectivement à ce que la Cour des comptes fasse justement ce qu'on appelle un audit général des comptes. Mais également, ça peut venir du gouvernement, ce qui a été fait. Tout comme ça peut venir également, n'est-ce pas, de la Cour des comptes. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités qui étaient données. Mais comme je dis, c'est extrêmement difficile pour un même régime, n'est-ce pas, de participer effectivement à un audit général de ses propres comptes. Vous avez vu ce que ça fait. Donc, quand c'est le Parlement, ça ne passera pas. Maintenant, si c'est le gouvernement, il ne va pas s'aventurer pour le faire. Et la Cour des comptes, certainement, avec d'autres préoccupations qu'ils ont, ils n'ont pas voulu aller au-delà de cela. Est-ce que cet audit de la Cour des comptes renforce aujourd'hui la confiance des bailleurs de fonds en disant oui, au moins au Sénégal, on fait de la transparence, on a des chiffres exacts, il n'y a pas de chiffres falsifiés, ou bien est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la signature de la note du Sénégal? Effectivement, il y aura des conséquences, mais il faut l'assumer. Vous savez, la vérité, c'est ce qu'il faut dans la durée. Dans tous les cas, il faut remettre tout à plat, partir sur une base véridique. Si les bailleurs de fonds, en réalité, ce qu'il faut se dire, les bailleurs de fonds qui donnent leur argent au Sénégal ne font pas des dons. Ils gagnent de l'argent en donnant de l'argent au Sénégal. Donc, ils viennent investir. Si le Sénégal ferme les portes, eux aussi, ils seront perdants. Donc, le Sénégal a choisi de financer son économie de manière endogène. Et il faudra être cohérent par rapport à ça. On ne peut pas crier partout que nous voulons un financement endogène de notre économie et en même temps passer notre temps à vouloir emprunter par-ci, par-là. Elle est où la cohérence? On veut un financement endogène, on réduit drastiquement le train de vie de l'État, on négocie le paiement des dettes, on l'allonge et on se contente de ce que nous avons pour les 5 prochaines années sans dépendre des bailleurs de fonds. C'est les bailleurs qui vont revenir taper à la porte pour dire que vos finances ont été assainies, vous êtes capable de soutenir des dettes, vous êtes dans la transparence totale et même si vous ne voulez pas notre argent, prenez notre argent parce que nous avons envie d'avoir des commissions et des intérêts. C'est ça notre métier. Donc le Sénégal doit continuer dans cette trajectoire de transparence. Mais mieux, on doit faire des réformes qui n'ont pas été mises sur la table. Moi, personnellement, dans le livre que j'ai écrit, Sénégal ou baisse pour réformer la gouvernance politique, j'ai proposé des réformes qui vont dans le sens de donner à la Cour des comptes les vrais pouvoirs. Lesquels? La Cour des comptes doit avoir les pouvoirs d'avoir l'ensemble des corps de contrôle en son sein. L'IGE, l'OFNAC et tout ça doivent obéir à la Cour des comptes et pas au président de la République. Le président ne peut pas se contrôler lui-même. Les corps de contrôle doivent contrôler l'État, mais ils obéissent au président. Si le président lui-même donne des ordres pour falsifier des choses et que la Cour des comptes le découvre, il dit, bon, ces rapports-là, on les met là, on ne les sort pas, parce que lui-même, il sait qu'il est responsable. Donc, les premières réformes, détacher l'IGE, l'OFNAC, les autres corps de contrôle, leur donner à la Cour des comptes. Deuxièmement, demander à la Cour des comptes de ne pas demander l'autorisation du président de la République. Si la Cour des comptes voit des failles, il ouvre des informations judiciaires directement. Il n'a pas besoin de faire un rapport et de le donner au président. Et si le président ne dit rien, finalement, le président est responsable de tout. Ça, c'est des réformes à faire. Elle peut s'autosaisir. Elle doit s'autosaisir parce que c'est la séparation des pouvoirs. Le président ne doit pas avoir d'action dessus. Si la Cour des comptes doit avoir un patron, ça doit être le Parlement. Parce que le Parlement, constitutionnellement, doit contrôler l'action du gouvernement. Mais ce n'est pas le gouvernement qui doit être le patron de la Cour des comptes. Donc, si on va dans le sens des réformes, on va avoir en réalité une vraie séparation des pouvoirs. La Cour des comptes qui va avoir l'ensemble des pouvoirs, demander aux inspecteurs d'État d'aller fouiller partout, lui rapporter les choses, faire un vrai bilan en temps réel de ce qui se passe dans le pays et dire stop et demander des poursuites judiciaires sans que le gouvernement ne puisse l'arrêter. Et en même temps, le Parlement qui puisse pouvoir aussi contrôler la Cour des comptes. Maintenant, si ces réformes-là, ces gens veulent une vraie rupture comme ils l'ont annoncé, ils vont aller dans ce sens. S'ils ne le veulent pas, ils vont garder les mêmes privilèges. Le président aura le droit de déclencher l'IGE, de déclencher l'OFNAC, et puis après, dans son bureau, choisir qui poursuivre, qui protéger, qui ne pas protéger. Mais cela n'est pas de la rupture. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons combattu pour qu'il y ait cette vraie rupture-là. Mais ce qui est malheureux, c'est que depuis 1 an, il n'y a pas... On ne sent pas qu'on va vers cette rupture. On sent que les gens s'accommodent de cela. L'autre niveau de réforme, ce n'est pas des réformes, c'est être en capacité de mettre en œuvre des recommandations. Ça, je l'ai dit. Moi, je suis ingénieur informatique. J'ai une entreprise et puis on travaille dans la modernisation du système d'information dans le privé et dans le public. Mais j'ai vu combien de fois d'États vouloir moderniser leur système d'information budgétaire, ils sont incapables de le faire.
Au sein des équipes, des gens sont incompétents. Ils ne savent pas le faire. Ils font des réunions pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour dire on veut ça. Ils font lancent des appels d'offres, les gens viennent, ils n'arrivent pas à choisir. Et j'observe cela de près. Et quand je regarde toutes ces recommandations-là pour moderniser le système d'information de l'État, s'ils ne font pas attention, 3 ans après, ce ne sera pas modernisé. Ce sera toujours en silo et les fonctionnaires auront la capacité de faire des déclarations sur du Excel et le législateur ne pourra rien voir. Parce que c'est à l'ancienne. En fait, en interne, dans les services, il n'y a pas de compétences pour faire ce travail-là. Il n'y a pas de compétences pour faire ce travail-là. Il faut faire appel à des entreprises technologiques privées qui sont capables de le faire, mais il faut le faire rapidement et en transparence. Mais quand on sait comment la bureaucratie fonctionne, chacun veut garder son petit pouvoir avec son service qui a accès à un... Et la digitalisation dans tout ça, dont on parle. Mais c'est ça la digitalisation. En fait, le problème, c'est de digitaliser l'administration, mais ils en parlent, mais ils ne savent pas le faire. Et maintenant, il faut qu'ils sachent qu'ils ne savent pas le faire d'abord. Sinon, moi j'ai vu de mes propres yeux des gens essayer de le faire pendant 1 an, 3 ans sans y arriver. Ce qui se passe, on a des applications qui datent de 10 ans, 20 ans, organisées en monolithe, alors que dans le monde informatique, on est dans des microservices séparés. Et aujourd'hui, quand ils essayent de le faire, ils n'y arrivent pas. Mais pourtant, il y a beaucoup de compétences sénégalaises qui savent le faire, un peu partout à travers le monde, dans la diaspora, un peu partout. Oui, mais est-ce que les compétences sont impliquées? On a promis aux Sénégalais l'appel à candidature pour que les meilleurs soient au poste de responsabilité. Parce que dans ce pays, c'est le bras long qui fonctionne, c'est le copinage, c'est le clientélisme. Mais quand on a promis cela aux Sénégalais et que l'ensemble des Sénégalais étaient disposés à sacrifier des salaires 2 fois plus conséquents à l'étranger pour venir travailler pour leur pays, et au final, on se rend compte que non, finalement, on ne choisit pas les meilleurs, on choisit ceux qui ont combattu. Mais la conséquence, il n'y aura pas de résultat. Et ça, j'alerte le gouvernement. Ils ont beau espérer, le président va lancer son New Deal technologique le 24 février, mais ce sera des annonces. Et d'ailleurs, je l'ai dit d'annuler cet événement. Parce qu'on ne peut pas, dans le Sénégal 2050, avoir une vision assez claire sur le numérique. Il faut l'exécuter. Et puis, 1 an après, venir dire, on va lancer une stratégie numérique. C'est-à-dire, depuis 1 an, on a juste rédigé une stratégie qu'on avait déjà, mais qu'on formalise, et puis on vient encore refaire d'autres promesses dans un événement où on va mobiliser tout le monde pour refaire des promesses, dire qu'on va révolutionner la technologie, on va faire rêver les gens, alors qu'ils ne savent pas faire, parce que les plus compétents ne sont pas aux commandes. Oui, mais quelles sont les mesures qu'il faut prendre justement pour éviter de se trouver tout le temps dans ce genre de situation? On a l'impression que depuis 1960, depuis les indépendances, c'est pratiquement les mêmes sujets, les mêmes récurrences, les mêmes problèmes qu'on rencontre dans la gestion de l'argent du pays. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai rappelé que mon co-débatteur l'a rappelé tout à l'heure, quand vous parlez de la Cour des comptes, c'est vrai ce qu'il a dit dans ses réformes, mais la Cour des comptes a ces compétences-là, je vous rappelle. C'est-à-dire que la Cour des comptes a la possibilité justement de s'autosaisir, de procéder à l'audit général des finances publiques. Ça, c'est possible. Mais peut-être qu'elle ne le fait pas, justement. Mais c'est pourquoi je dis, ce rapport de la Cour des comptes doit servir, n'est-ce pas, de facteur déclenché justement pour qu'on revienne à l'orthodoxie, n'est-ce pas, des finances publiques dans nos pays. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que moi, au-delà de toutes ces polémiques-là, c'est pourquoi moi je procède par la pédagogie. Ça veut dire quoi? Il faut prendre ce rapport comme étant un tremplin pour nous permettre justement de corriger certain nombre de défaillances qui se trouvent dans nos comptes. Mais la façon dont le rapport est politisé aujourd'hui pose un gros problème. Ça parce qu'on se dit qui dit la vérité, qui exactement, c'est pourquoi j'ai dit il faut quoi? un langage de vérité. C'est pourquoi ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je sais très pertinemment qu'il y a beaucoup de, disons, de tenants de l'ancien régime savent très bien qu'aujourd'hui, au-delà de toutes ces polémiques-là, que ce que le rapport dit, dans son intégralité, c'est vrai. Parce que c'est des personnes de valeur qui y sont et qui ont travaillé. Et j'ai même vu dans le rapport, parce que moi je procède toujours par pédagogie, ce qui ont fait, il y a des membres d'un rapport, si vous regardez les rapports de 2022-2023, il y a certains membres de certains magistrats de la Cour des comptes qui ont été oui, mais je veux dire, le rapport n'est pas signé, le rapport n'a pas de numéro, on ne sait pas qui l'a fait. Non, les noms sont là, parce que ça aussi c'est des polémiques. Ça aussi, ils ont posé le problème. C'est des polémiques qui sont toujours soulevées. C'est-à-dire le rapport n'est pas signé, mais ça, c'est-à-dire que le rapport signé est destiné au président de la République. Les autres rapports, c'est ce qu'on met sur le... C'est comme ça. Si vous regardez, moi, je consulte les rapports de 2022, 2023, 2021. Aucun de ces rapports n'a été signé. En tout cas, ce que j'ai vu sur le net, aucun de ces rapports n'a été signé. C'est une pratique, justement. Comme je dis, c'est pourquoi je dis,
Pour pouvoir contrecarrer tout cela, vous savez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, le problème fondamental dans la gestion des finances publiques dans nos pays, c'est quoi? C'est que le manque de transparence, d'efficacité et d'efficience. Nos collègues ont parlé tout à l'heure des voyages et un certain nombre de choses qui ont été prises. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ramène à l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. C'est quoi l'orthodoxie? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'États. Donc on a un État libéral, un État, c'est-à-dire le keynésien. On va voir quelle est, disons, la vision aujourd'hui de cet État-là, voir maintenant, par rapport aux recommandations qui ont été formulées, quelle est l'application, n'est-ce pas, qu'on peut faire. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, je vous dis une chose, mon camarade l'a dit, nous avons écrit un ouvrage, La gestion des finances publiques, de 1960 à 2012. C'est-à-dire, on a regardé effectivement, de 1960 à 2012, comment nos finances publiques ont été gérées. Mais vous regardez, le constat, c'est le même que la Cour des comptes vient de faire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a de l'argent public qui est utilisé à des fins personnelles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Ce qu'il faut faire, donc il faut ce qu'on appelle des mesures pédagogiques. C'est-à-dire qu'on essaie d'identifier, sans commune mesure, c'est-à-dire sans qu'il y ait l'apport de la politique, quels sont les véritables coupables par rapport à cela. Déjà, qu'on les identifie, que la justice, dans son impartialité, travaille pour pouvoir identifier d'abord les fautifs, les sanctionner. Deuxièmement, maintenant, que ces corps de contrôle, comme vous l'avez dit, qu'ils essaient de travailler dans la plus grande transparence possible, c'est extrêmement important. Je pense que le travail, là, en tout cas moi, quand j'ai regardé les différents rapports, c'est-à-dire il faudrait que l'on fasse la différence fondamentalement entre le travail de l'audit général des comptes qui a été fait et par rapport à la certification des comptes publics. Je pense que c'est là-bas que la nuance se trouve. Les gens disent c'est le même compte qui a été certifié par la Cour des comptes, il y a un problème. Non, ce n'est pas le même type d'exercice. Vous savez, quand un auditeur vient dans une entreprise quelconque, vous lui présentez des documents. C'est sur la base des documents présentés qu'il va faire l'audit. Bien sûr. Maintenant, il ne va pas aller au-delà de ce qui lui a été présenté. Mais c'est un exercice qui a été fait. C'est un exercice qui fait la triangulation. Ils sont partis, n'est-ce pas, du compte, du tableau des opérations financières, du compte annexe et de certain nombre d'opérations. Donc, pour voir effectivement ce qui a été fait. Ils sont allés même faire des réquisitions auprès des banques. Oui, donc ça rend l'exercice beaucoup plus complexe. Et certains aussi ont posé le rôle de la BCEAO dans tout ça, qui était une banque qui était là, qui devait contrôler tout ça, qui visiblement n'a pas fait son travail. On entend le ministre Lamine en disant qu'on n'était pas au courant. Oui, en fait, le problème, c'est que il y a des lois. Aujourd'hui, effectivement, comme le dit le professeur, la Cour des comptes peut s'autosaisir, elle ne le fait pas. Mais la Cour des comptes n'a pas les moyens de ses ambitions. La Cour des comptes s'appuie sur des corps de contrôle. Il faut lui donner l'ensemble des moyens de ses ambitions et une véritable indépendance. Déjà, lui donner les corps de contrôle à sa disposition, non sous l'autorité du président, et en même temps, une fois qu'il a terminé son travail, il rend compte qu'au Parlement ou au peuple sénégalais, pas à l'exécutif qu'on doit contrôler. Parce que le problème, celui qu'on doit contrôler a le pouvoir d'empêcher le contrôle. Il a le pouvoir d'empêcher le contrôle politiquement avec ses députés. Il a le pouvoir d'empêcher le contrôle avec le président de la République qui a le dernier mot. Oui, parce qu'on a entendu Macky Sall dire qu'il y a des rapports sur lesquels j'ai mis mon coude. Effectivement, donc on voit là où il y a les goulots d'étranglement. Et si on veut vraiment avoir une séparation des pouvoirs, ce qu'il faut faire est très clair. Mais la volonté de faire une réelle séparation des pouvoirs, moi j'en doute. On a promis que le président allait sortir du Conseil supérieur de la magistrature. On revient sur cette décision. On a promis qu'il n'y aurait plus de lien entre le ministère de la Justice et le parquet. On tarde à le faire. On a promis de mettre en place le juge des libertés pour que le procureur n'ait pas le pouvoir de mettre n'importe qui en prison sans jugement. Mais tout cela, c'est donc des réformes que les Sénégalais ont menées depuis les assises nationales. Ce n'est pas nouveau. Le pouvoir en place a repris le même discours qui était déjà dans le cœur des Sénégalais. Le projet dont ils parlent, ce n'est pas leur projet, c'est le projet du peuple sénégalais qu'il a mouru depuis des générations. Et à chaque fois qu'il confie à quelqu'un la charge de l'exécuter, cette personne arrive au pouvoir et décide de ne pas l'appliquer. Donc là, ce qu'il faut, c'est que les Sénégalais veulent que la méritocratie s'installe, veulent une vraie séparation des pouvoirs. Et ce message-là, tous les acteurs politiques qui l'ont porté à un moment donné avec un haut-parleur ont été entendus par le peuple sénégalais. Maintenant, les réformes sont là. Ce qu'il faut dire, c'est de dire... Et la responsable de la BCEAO dans tout ça? Non, effectivement, vous savez, l'ensemble de ces banques, quand ils sont très complaisants avec les régimes en place, parce que de toutes les façons, ils n'ont pas envie d'être en confrontation avec les régimes, parce que ça ne se fait pas. Les régimes, les États sont des associés, des actionnaires de ces banques-là. Donc finalement, les États sont les patrons. Donc ils ne peuvent pas politiquement
à un moment donné, être dans la contradiction avec les États, même s'ils le font, ils ne le feront pas publiquement. Aujourd'hui, ce qu'on reproche au régime de Macky Sall, le régime actuel commence à le faire. Entre 2024 et 2025, il y a des dettes qui ont été contractées sans passer par le Parlement, il y a des dépenses qui ont été faites sans passer par le Parlement, il y a ensuite par la suite la loi de finances rectificative. Donc tout cela, ils le font sous la contrainte de ce qu'ils ont trouvé sur place. Donc s'ils ne font pas des réformes, ils vont finir par se comporter comme ceux qui étaient là, parce que conjoncturellement, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils sont obligés de faire de vraies réformes, sinon ils vont se comporter de la même manière que les autres et ils vont l'expliquer par les mêmes explications que les autres, parce qu'il fallait aller vite, il fallait résoudre telle chose, il fallait faire des choses. Mais donc on a compris ce qui ne va pas, il faut le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Je ne sais pas. Mais ils savent. Moi, je sais qu'ils savent ce qu'il faut faire. Les Sénégalais savent ce qu'il faut faire. Les experts savent ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut avoir le courage politique de le faire. Maintenant, la responsabilité des députés aussi, il faut en parler. Oui. Franchement, on ne peut pas avoir des parlements qui ne jouent pas leur rôle et à qui on augmente des privilèges tout le temps. Sur les années passées, le Parlement n'a pas joué son rôle. Les députés ne font pas de commission d'enquête parlementaire pour aller regarder concrètement ce qui se passe dans l'État, pour contrôler, certifier les comptes des entreprises publiques. Et on risque d'avoir la même chose. Les Sénégalais, on leur a demandé de ne pas réagir de la même façon pour ne pas donner la majorité parlementaire à ce régime, parce que vous donnez un pouvoir à des députés qui ne vont pas s'en saisir. Le pouvoir de Pastef avait déjà l'exécutif, avait tout ce qu'il fallait pour réaliser ses promesses. Il a demandé d'avoir aussi le contrôle pour se contrôler eux-mêmes. Les Sénégalais ont dit, OK, vu que vous voulez ça, prenez aussi le pouvoir législatif, mais les députés du Parlement, il faut les regarder s'ils vont faire leur travail. Je ne le pense pas, parce que tous, politiquement, ils dépendent de Ousmane Sonko et ils ne vont pas le contredire. Au-delà du rapport, la situation économique des pays est assez difficile. Beaucoup en parlent. Aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés. Les centrales syndicales elles-mêmes sont réunies hier en disant qu'ils vont aller en grève générale parce qu'ils ont constaté que depuis 10 mois, il y a au moins plus de 4000 emplois qui sont perdus. Et d'autres entreprises continuent à mettre la clé sur le paillasson. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, je pense que j'ai un cri de cœur à donner aux tenants de ce nouveau régime. C'est d'abord de faire une rétrospection, n'est-ce pas, de voir la situation actuelle. Je vois que c'est vrai qu'il y a eu la dilapidation des comptes publics, il y a le carnage financier, tout ce qui en suit. Il y a à un moment donné, vous savez, la commande publique, je regarde effectivement la dernière déclaration, n'est-ce pas, du directeur de l'ARCOP, disait que représente à peu près 3 000 milliards. Ça, c'est énorme. C'est très important, n'est-ce pas, quand vous regardez par rapport au budget de l'État. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle, pour une histoire liée au contrôle, c'est vrai, de l'efficacité des dépenses publiques, on a bloqué un certain nombre d'activités économiques. Et ça, en économie, ce qu'on appelle le circuit économique, ça constitue un problème. Parce que si vous bloquez le système économique, c'est vrai, si vous bloquez le circuit économique en disant il faut voir un peu, il faut qu'il y ait trop de rigueur, ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, il faut que l'économie fonctionne. Malgré qu'il y a carnage, malgré qu'il y a ce qu'on appelle la situation déficitaire, malgré qu'il y a des finances publiques qui sont mal gérées, il faut que l'État trouve l'ingéniosité, c'est extrêmement important. Comment faire pour libérer l'activité économique? C'est extrêmement important pour ne pas que ces chefs d'entreprise, que ce soit dans le privé et dans le public, puissent se retrouver, n'est-ce pas, dans une situation intenable. Parce qu'aujourd'hui, si l'argent ne circule pas, ça bloque le système économique. Non, cela ne veut pas dire maintenant ça sera une porte ouverte à l'ensemble de un certain nombre de malversations. Il faut qu'on trouve de l'ingéniosité. Ça, c'est un appel que je fais. C'est quoi? Pouvoir, dans la mesure du possible, comment il faut faire justement pour concilier ce qu'on appelle deux choses fondamentalement. La rigueur, la transparence dans la gestion publique et la facilité, n'est-ce pas, de l'activité économique. Sinon, on aura ce qu'on appelle l'effet contraire. Parce qu'aujourd'hui, la population va souffrir. Pourquoi? Parce que si l'économie, les chantiers ne fonctionnent pas, les commandes publiques sont bloquées, ça bloque l'activité économique. Donc, les entreprises aujourd'hui qui pouvaient embaucher ces jeunes-là, peut-être mais que ce soit comment on appelle ça, sur le plan de contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, ils ne pourront plus le faire parce qu'ils n'auront pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire démarrer l'activité. Je pense qu'à ce niveau, c'est un conseil que je donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de voir dans la mesure du possible comment on peut concilier, c'est de l'ingéniosité aussi qu'il faut avoir pour ne pas aussi laisser la porte ouverte à un certain nombre de malversations. Parce que vous savez, en Afrique, les gens cherchent toujours les propres intérêts personnels. Mais il va falloir aussi qu'on libère l'économie, en quoi faisant que l'État fasse de telle sorte que les commandes
commandes publiques soient libérées, ça c'est un. Deuxièmement aussi, qu'on permette effectivement qu'à ces entreprises publiques, comme les entreprises privées, de pouvoir avoir ce qu'on appelle un souffle nouveau pour les permettre, n'est-ce pas, que leur activité se passe dans de très bonnes conditions. La situation économique semble dure. Il y a un problème financier, un problème économique. Les entreprises sont en train de fermer. Les centrales syndicales constatent qu'il y a beaucoup de déflation, il y a beaucoup aussi de gens qui perdent leur emploi, les contrats à durée indéterminée, bien à durée déterminée sont supprimés, 4000 pratiquement, ce qu'ont dit les centrales syndicales. Comment aujourd'hui, dans cette situation-là, avec ce rapport-là, gérer? Oui, alors en fait, je pense que l'État doit avoir pour objectif d'abord de sauver l'emploi. Parce que l'emploi, c'est les populations, et les populations, quand ils sont salariés, ils consomment et l'économie tourne. On ne peut pas ne pas avoir pour objectif principal la préservation des emplois. Et pour cela, il faudra que l'État s'organise. Dans le privé, les gens s'organisent. Alassane, les gens qui étaient à l'aise et qui se retrouvent dans des difficultés, ils ne vont pas s'entêter à vivre comme ils vivaient avant. Certaines déménagent, trouvent d'autres endroits, d'autres réduisent leur budget. D'autres délocalisent, en Côte d'Ivoire. Voilà, chacun essaye de s'organiser pour tenir. Maintenant, c'est l'État aussi qui doit être responsable. Pour moi, les entreprises, il ne faudrait pas les acculer davantage. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est même abaisser ou même supprimer l'impôt sur les entreprises à un moment donné, avec pour condition l'emploi. Celui qui crée de l'emploi va avoir des baisses d'impôts, parce que mieux vaut prendre l'impôt directement sur les revenus des salariés que d'empêcher les entreprises de créer de la richesse en les taxant fortement, et finalement ils vont fermer et tout le monde sera perdant. Donc au lieu que l'État récupère l'argent pour essayer de le redistribuer, une redistribution qui n'est pas sûre, je pense qu'il faut laisser l'argent au sein de la population pour que les populations puissent le dépenser, faire vivre l'économie, et l'État, s'il peut capter un peu de taxes sur les revenus, c'est le mécanisme-là qu'il faut avoir. Mais certains mères de famille et pères de famille ont appelé en disant que c'est la première fois qu'ils reçoivent chez eux des documents qui demandent de payer l'impôt sur l'habitat. Il y a une mère de famille qui nous a appelé, par exemple, des Parcelles Assainies, en disant qu'elle est veuve et elle a reçu 200 000 francs qu'elle doit payer. Elles ne comprennent pas. Alors, c'est vrai que tout le monde doit payer ses impôts, mais si on ne le fait pas avec pédagogie, ça va être difficile. Si les gens qui n'ont jamais payé d'impôts, on vient leur demander tout d'un coup 200 000 sans comprendre leur environnement social, les revenus qu'ils ont, juste parce qu'ils ont une maison, ça va causer problème. De toute façon, les gens, s'ils ne peuvent pas payer, ils ne payeront pas. Et l'État doit tout faire pour éviter que les gens se révoltent. Parce que les gens, s'ils ne peuvent pas payer, tu réclames à quelqu'un 200 000, il n'a pas 200 000, il ne paiera pas. Si tu viens, tu réclames quelqu'un les factures d'eau, il y a la Sen'Eau qui arrive, qui demande des factures de 500 000, 1 million à des gens, ils ne peuvent pas payer. Et maintenant, quand c'est comme ça, on ne peut pas organiser une raquette généralisée. On ne peut pas raqueter les populations en pensant que l'argent se trouve chez les populations. Les populations sont en difficulté, comme l'État. Et d'autant plus que les populations ont du mal à comprendre le niveau de vie de l'État. Ils comparent, hein. Toute la difficulté est là. Ils voient des 8-8 qui coûtent 50 millions, ils voient des voyages, ils voient quelqu'un qui tout d'un coup commence à être dans l'opulence. Et en contrepartie, on leur demande de payer des impôts par-ci, par-là. Donc, c'est bien que l'État essaye de s'organiser pour que tout le monde puisse payer des impôts. Mais dans la pédagogie, en fait, dans les Émirats arabes unis, le choix, c'est l'emploi. C'est d'attirer les entreprises, des taux d'imposition de 15% ou même moins. L'essentiel, créer votre entreprise, créer de la richesse, créer des emplois, et on va s'organiser pour que l'État capte une partie. Mais pour que l'État puisse faire ça, il faut qu'il diminue son train de vie. Si l'État est obnubilé pour capter l'argent, parce qu'il faut qu'il paye ses dépenses, il faut qu'il paye ses salaires, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils gardent leur train de vie, et pour faire cela, ils ne peuvent pas laisser les impôts. Et comme ils sont obnubilés par cela, mais si l'État réduisait, économisait 500 milliards dans son train de vie, il va dire que ces 500 milliards-là, si je ne les prends pas sur les impôts, ce n'est pas grave, mais en contrepartie, les entreprises privées m'ont créé 50 000 emplois. Oui. Ces 50 000 emplois font fonctionner l'économie parce qu'ils sont dans la consommation, ils dépensent et puis je prends un peu de salaire. Donc il y a des solutions, mais il faut des choix politiques à faire et le faire en toute cohérence et puis l'exécuter avec rigueur. Donc pour terminer, je le disais souvent, cette incompréhension, on le voit aussi au niveau de l'agriculture par exemple. Le ministre, on ne sait pas aujourd'hui c'est quoi l'ambition.
l'ambition, c'est soit, on se dit, on fait de l'agriculture pour nourrir toute la population, on fait de l'agriculture pour créer des emplois, ou bien on fait de l'agrobusiness. Si on est dans les trois, on ne va atteindre aucun des objectifs. Si on fait de l'agrobusiness, les populations ne verront pas la retombée. On va donner des superficies, beaucoup d'argent à des gens qui vont cultiver certes, mais qui vont essayer de le vendre au plus offrant, et ils vont exporter. Si on crée de l'agriculture pour créer des emplois, oui, mais l'agriculture moderne, si tu mets 100 000 jeunes, ils ne vont pas être assez performants et ils ne vont pas finir par nourrir la population. Si on fait de l'agriculture juste pour nourrir la population, on mécanise à fond. Une personne pourra cultiver 100, 200 hectares, mais il n'y aura pas de création d'emplois. Mais par contre, on aura suffisamment de nourriture pour baisser les prix. Donc, il faut se dire, pour moi, on fait de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et on ne parle pas de création d'emplois dans ce secteur. Parce que dans le monde moderne, c'est une minorité qui cultive pour la majorité. Les gens n'ont plus à rester dans les champs pour enlever des herbes, comme ça se faisait il y a 50 ans ou 100 ans. Donc, il faut qu'ils clarifient, ministère par ministère, quelle est l'ambition. Et pour moi, l'ambition doit être clarifiée. Dans certains secteurs, c'est la création d'emplois. Dans d'autres secteurs, c'est la souveraineté alimentaire et la baisse des coûts. Et puis, une fois qu'ils font ça et qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils font, je pense que les gens vont comprendre et les gens sauront que les résultats vont venir dans la durée. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager les populations? D'abord, comme je l'ai dit, il faut libérer les entreprises. C'est-à-dire libérer les entreprises, c'est de créer les conditions d'exercice, n'est-ce pas, des entreprises. Comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a comme ambition fondamentale de récolter, ou bien en tout cas d'avoir son impôt pour pouvoir survivre. C'est une bonne chose. Mais il faut que l'État fasse un arbitrage aujourd'hui entre le fait d'avoir de l'impôt ou bien de la survie des entreprises. Aujourd'hui, je pense que le sacrifice est bien fait. On préfère avoir peut-être 500 entreprises qui emploient peut-être 10 000 personnes que d'avoir 50 entreprises qui emploient que 10 personnes. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, l'État doit faire un sacrifice pour permettre aux entreprises de survenir à leurs besoins. C'est-à-dire quoi? Le besoin primaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rebaisser effectivement le coût, n'est-ce pas, de la vie. C'est quoi? C'est les impôts. Ça, c'est le premier niveau d'activité. Le deuxième, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'assainissement, n'est-ce pas, des finances publiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer, depuis 1960, à avoir les mêmes types de problèmes dans la gestion des finances publiques. L'orthodoxie, n'est-ce pas, de la gestion des finances publiques doit être de rigueur. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Et merci infiniment à Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste économie industrielle, membre de l'ARED du CREA et FASEC. Merci à Ahmed Diallo, coordinateur national de Gox UBS. À la technique, Biran Sissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.